Dur, mais voilà. Mais ça y est. Je me dis pourquoi Eleonore elle y arrive et moi non. Donc ça y est, on va avoir une nouvelle pompier en France. Contente? Heureuse? Merci carrément. On fait un gros bisou. Je vous souhaite bonne chance, bonne route. À demain. Merci de nous avoir suivis. Demain, on parlera de famille recomposée avec Patrice Laffont. Bon après-midi. Merci. Dimanche, avant de reprendre la semaine pour passer une soirée intelligente mais également distrayante et drôle, je vous donne rendez-vous avec l'excellent Guy Carlier. Ensemble, nous recevrons Jean-Pierre Chevènement. Après ses revers électoraux, nous verrons quel rôle il compte jouer dans la vie politique. Une semaine avant la première de Spartacus le Gladiateur, son auteur, le très rare Maxime Le Forestier, nous dira pourquoi il s'est lancé dans une entreprise aussi pharaonique et risquée. Deux stars de la télé, de Véronique, le commissaire Geneste et l'ex-assistante sociale Jeannot sont toutes les deux au théâtre, concurrentes ou pas. Réponse dimanche. C'est la déroute, rien ne va plus au PSG, on demandera à Luis Fernandez si ça le désole ou si ça le fait ricaner. Nous recevrons également l'avocat français de Saddam Hussein, Philippe Gueluc viendra mettre son grain de sel. Et Charles Aznavour nous réserve une surprise de taille. Suspense jusqu'à dimanche. Avec en plus, le dossier de la semaine, homme politique et vie privée dans On ne peut pas plaire à tout le monde, dimanche à 20h55 en direct sur France 3. Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans le Soir 3. Malgré les attentats et les assassinats qui se multiplient en Irak, le Premier ministre Iyad Allaoui en visite à Washington se montre confiant. Les élections générales auront bien lieu. Même optimisme affiché par George Bush, tandis que dans la crise des otages, l'angoisse monte en Italie et en Grande-Bretagne. Un pas de plus vers la candidature de la Turquie à l'Union européenne. Bruxelles va donner son feu vert à Ankara pour ouvrir des négociations. Le Premier ministre Tayyip Erdogan s'est engagé à retirer la loi criminalisant l'adultère dans le code pénal de l'État turc. Et puis l'ouverture samedi à Paris du Mondial de l'automobile. 1,5 million de visiteurs pourront découvrir une soixantaine de nouveautés, dont la C4 Citroën. Des amateurs de voitures de plus en plus séduits par les luxueux 4x4. Les ventes de véhicules tout-terrain ont véritablement explosé ces derniers mois. Le dossier de ce soir 3 sera consacré au dispositif Amber, déjà en place aux États-Unis et au Canada. Amber pour alerte médiatique, but enfant recherché. Un dispositif de recherche rapide d'enfants disparus via les médias. Il pourrait être utilisé en France. À Washington, George Bush a déroulé le tapis rouge pour accueillir le Premier ministre irakien. Iyad Allaoui, placé en juin dernier par les Américains à la tête du gouvernement provisoire, s'est montré confiant quant à l'avenir de son pays, affirmant même que les élections générales se tiendront comme prévu en janvier prochain. Un optimisme partagé par le chef de la Maison-Blanche, même si George Bush reconnaît que la violence va sans doute continuer en Irak, comme en écho de nouveaux affrontements ont éclaté à Bagdad aujourd'hui. Jean-Yves Serrand. Les dernières images du quartier chiite de Bagdad, elles montrent un véhicule américain en flammes. Cet homme affirme qu'un autre a été détruit, que 6 soldats américains ont été tués. L'armée américaine, elle, déclare 3 blessés et un véhicule détruit par bombe. Elle dit avoir attaqué le quartier mardi pour en faire partir les terroristes et le reconstruire. Depuis hier, les combats ont tué 13 Irakiens, alors que la télévision retransmet le discours d'Iyad Allaoui devant le Congrès américain. Le Premier ministre irakien venu dire à Washington que la coalition est en train de gagner. Je vais être très clair. Les élections en Irak se dérouleront bien à la date prévue en janvier. Un credo confirmé par le président américain, mais après la décapitation des otages, George Bush prévient quand même, la violence pourrait augmenter à l'approche des élections. Ces atrocités nous donnent la nausée, mais nous ne serons jamais intimidés. La liberté l'emporte.
Immédiatement, le candidat démocrate John Kerry accuse les deux hommes d'enjoliver la vérité. Il relève qu'il y a quelques jours, le Premier ministre irakien parlait encore d'un terrorisme se répandant dans tout l'Irak. Aujourd'hui, un attentat a détruit un pipeline et un soldat américain a été tué dans la province de Fallujah, le 1039e mort américain. Le secrétaire d'État à la Défense, Donald Rumsfeld, vient d'émettre une hypothèse. Les élections irakiennes pourraient être organisées que sur une partie du territoire en cas de violence. Caroline Sins, bonsoir. Vous venez de rentrer de Bagdad avec Christian de Carnet, c'est la Grabi. Vous avez passé pratiquement un mois en Irak. En voyant les images de barbarie et en écoutant les discours rassurants des autorités américaines et irakiennes, on a vraiment l'impression d'un énorme décalage. Vous avez rencontré beaucoup d'Irakiens. Que ressentent-ils au quotidien ? Écoutez, les gens, tous les gens là-bas ont peur, ils sont angoissés, ils ne se sentent pas protégés, ils se sentent abandonnés. Une grande partie de la population se sent occupée par une puissance étrangère. Alors, ce qu'ils tentent chaque jour, c'est de survivre, de ne pas mourir, mais ce n'est pas facile, car c'est une guerre qui n'est pas une guerre. Tout peut exploser à n'importe quel moment. Quand ils sortent dans la rue, ils ne savent jamais s'ils vont rentrer vivants chez eux le soir. Ils peuvent être victimes d'une voiture piégée, d'un kamikaze, d'un bombardement, d'un soldat américain trop nerveux qui, attaqué, va réagir et des innocents meurent de cette façon. Toutes les nuits, à Bagdad, par exemple, comme dans d'autres villes de l'Irak, les avions américains, et on les a vus, bombardent des quartiers entiers de Bagdad pour chasser la guérilla. Mais en même temps, des gens, des innocents dans des maisons sont tués. On n'a d'ailleurs aucun chiffre précis de ce nombre de gens qui meurent en Irak depuis la fin de la guerre. Et puis il y a les enlèvements, parce qu'il n'y a pas que les étrangers qui sont victimes d'enlèvements. La plupart, ce sont des Irakiens, et notamment des enfants, même petits. On prend les enfants, des groupes armés prennent ces enfants et demandent des rançons aux parents, et ils les torturent parfois. C'est terrible. Les gens ont énormément peur. Caroline, vous vous étiez rendue à Bagdad avant l'arrivée des Américains, puis vous y êtes retournée au début de l'offensive. Vous venez d'y retourner encore quelques mois après. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué parmi les changements intervenus ? Les changements, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans une ville qui est occupée par les Américains. C'est les Américains qui font la loi, c'est les Américains qui vivent dans les anciens palais de Saddam avec le gouvernement irakien. Donc cette partie-là de la ville qui était auparavant sous Saddam Hussein interdite aux Irakiens, l'est toujours aujourd'hui. L'aéroport, c'est pareil. Personne ne peut se rendre jusqu'à l'aéroport. Aucun Irakien ne peut aller jusqu'à l'aéroport seulement après avoir passé X contrôle. Alors, il y a toujours ces bâtiments totalement éventrés. Ça n'a pas été reconstruit depuis la guerre. Donc vous vous promenez dans une ville avec des plaies béantes. Et puis, les écoles sont fermées. La rentrée devait avoir lieu le 1er septembre. Elle a été reportée en octobre. Les jeunes ne peuvent plus étudier. Et puis, il y a aussi le problème du travail. Les gens n'ont pas de travail, n'ont pas d'argent. Donc, que font-ils? Ils se prêtent leur corps, ils sont gardes du corps et au risque de leur vie. Ou alors, ils travaillent avec les Américains et ils savent que là aussi, ils deviennent des cibles. Merci, Caroline, pour toutes ces précisions. La Grande-Bretagne et l'Italie retiennent leur souffle dans l'attente de nouvelles concernant leurs ressortissants pris en otage en Irak. 2 communiqués annonçant l'assassinat des 2 volontaires italiennes enlevées à Bagdad n'ont pas pu être authentifiés. Dans leur pays, les proches de Simona Toretta et Simona Pari se rassemblent et déposent des fleurs devant leur domicile. À Londres, l'épouse et la mère de l'otage britannique Kenneth Bigley supplient les ravisseurs de faire preuve de compassion. Et concernant Christian Chesneau et Georges Malbruno, ainsi que leur chauffeur syrien dont on est toujours sans nouvelles, eh bien, sachez qu'ils sont détenus depuis maintenant 35 jours. 5 jours après le passage dévastateur de la tempête Jeanne à Haïti, n'en finit plus de compter ses morts. 1 millier de corps a déjà été retrouvé. 1200 personnes sont toujours portées disparues, alors que les conditions sanitaires sont dramatiques. Des corps s'entassent par centaines dans les rues et l'on craint maintenant la propagation de maladies. Tout manque, eau potable, nourriture et médicaments. Or, l'arrivée de l'aide humanitaire est ralentie en raison du désordre politique qui règne au Gonaïves. Sur place, Sylvain Lequen et Christophe Hilary. À Gonaïves, l'hôpital de la Providence porte plutôt mal son nom. Dévasté par les flots, une dizaine de patients ont trouvé la mort ici. À l'extérieur, les cadavres retrouvés un peu partout dans la ville ont été entassés à la hâte dans ces sacs. Une morgue à l'air libre, à l'image de l'état de la ville. Eric, qui travaille depuis des années pour la Croix-Rouge, est consterné. Là, il y en a 110. Et puis, je ne sais pas, il y a 3-4 qui sont arrivés, donc 114 environ. Il faut les dégager vite.
Mais jusqu'à présent, les autorités ne nous ont pas donné un endroit où on peut les enterrer. Autrement, on ne va pas les déplacer et déposer à un autre endroit dans la ville. Non, ça c'est le pire que j'ai vu jusqu'à présent. Et puis on est encore plein en ville. Hein. Arrivent alors deux garçons qui recherchent, comme beaucoup, des membres de leur famille. Pas bon pour toi. Avant d'enterrer, nous allons faire photo. Et après, on va te dire où il a enterré. Hein? D'accord? Hein? Je recherche mon frère, ma tante, un cousin et une cousine. Je ne sais pas où ils sont. Ça défile tous les temps. Hein? Mais bon, je ne peux pas montrer un jeune homme de 13 ans tous les corps. Il sera traumatisé après. Hein? Alors, il vaut mieux qu'il y ait la photographie. Et puis, s'il les trouve parmi eux, tant mieux. S'il les trouve pas, mais... Bon. Dans la ville inondée, l'apparition du...